Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Street TV. Monde Politique aujourd'hui va parler d'éducation, va parler de formation. Quel type de formation pour le Burkinabé de demain? C'est le sujet de notre émission Monde Politique. Nous allons parler donc de politique éducative. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Bonsourwen Zodo André Eugène Ilboudo, une personnalité qui n'est plus à présenter dans l'univers associatif, aussi bien que dans le domaine de l'enseignement, que ce soit au niveau des médias. Il faut dire que notre invité est fondateur et directeur d'établissement scolaire, donc l'Académie de Ouagadougou, qui regroupe des ordres d'enseignement du préscolaire, du primaire, du post-primaire, du secondaire, de l'enseignement général et de la santé, de la section technique, de l'école de formation des enseignants du primaire, de l'école de formation en santé animale et élevage. Sur le plan associatif, il a été secrétaire général de l'association Vive le paysan basé à Saponé. Il a aussi été secrétaire permanent du SPONG, le secrétariat permanent des ONG au niveau du Burkina Faso. Il a fait partie de plusieurs groupes de travail, membre de la commission de la réconciliation nationale, aussi bien et du HCRUM. Donc c'est avec lui que nous allons parler éducation aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, M. Ilboudo. Bonjour, M. Bernard. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est le début de cette émission. Nous disons merci à ceux qui nous accompagnent à la radio Alphonse Déduit, à la télévision Joël Eliou. Ce sont les réalisateurs de la radio et de la télévision avec l'ensemble des équipes qui les accompagnent. En cette nouvelle année 2023, Monde Politique vous souhaite les vœux de santé, de paix, de prospérité, de merveilleuses aventures et surtout de la santé, de la paix au niveau du Burkina Faso. Donc nous allons commencer et comme nous allons parler éducation, avec vous également on va parler parce que vous avez fait partie du groupe qui a travaillé sur la vision prospective Burkina 2025. Alors nous sommes en 2023, il reste 2 ans. Donc à 2 ans d'échéance, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous allons revenir également sur ces aspects. En attendant, nous allons commencer éducation parce que ça va être réellement ça, le plat central de notre émission. Alors, Monsieur Ilboudo, quand on parle de niveau de catégorie d'enseignement au Burkina Faso, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer les niveaux et les catégories d'enseignement? Ok, laissez-moi souhaiter aussi la meilleure année, une excellente année à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Et cela dit, au niveau du Burkina, les ordres d'enseignement, on en a 4. Il y a le préscolaire. Il y a le primaire, on a le secondaire et enfin on a l'université. Et maintenant, dans le secondaire ou à l'université, on peut avoir soit le technique, soit le professionnel. Et ce sont ces branches-là qui constituent les ordres d'enseignement au niveau du Burkina. Mais je dirais que le préscolaire prépare l'entrée au primaire. Et au niveau du Burkina, on a voulu que chaque cycle soit un cycle terminal. Ça veut dire que quand tu arrêtes là en dehors de la maternelle, si tu sors de ce cycle-là, tu puisses faire quelque chose de tes mains. Mais au Burkina, surtout, on vise plutôt le post-primaire, puisque l'éducation au niveau du Burkina est obligatoire de 6 ans à 16 ans. Ouais. Et si vous rentrez à l'école à 7 ans, à 16 ans, à peu près environ, vous êtes en 3e. Et donc, au bout de la 3e, si vous arrêtez vos études, vous devrez être capable de faire quelque chose. C'est ce que l'on tente avec les multiples réformes que l'on a, peut-être qu'on en reparlera. Donc, voilà les ordres d'enseignement au niveau du Burkina. D'accord, mais aujourd'hui, vous savez, vous avez parlé de l'ordre technique, mais on parle de plus en plus de l'enseignement scientifique. Est-ce que c'est dans la même catégorie que l'ordre technique? Non, les scientifiques, on n'a pas d'école scientifique en tant que telle. Par exemple, si vous allez dans le secondaire ou bien dans le post-primaire, à partir de la 4e, vous allez commencer à faire la physique-chimie, vous allez commencer à faire les mathématiques en 6e. Et donc, ça, on va dire ça, ce sont presque les sciences pures, la physique, la chimie, SVT, etc. Et aussi, vous allez à l'université, je ne me rappelle plus, mais par exemple, si vous partez faire, par exemple, SDS, sciences de la santé, si vous partez faire MP, maths physique,
MPC, maths, physique et chimie, ça ce sont des domaines purement scientifiques. Et en dehors de cela, vous avez les domaines littéraires comme parler bien français, apprendre l'anglais. On a classé aussi histoire et géo dans les domaines littéraires, la sociologie dans les domaines littéraires. Donc voilà à peu près les 2 pôles à l'université que vous pouvez apprendre. Soit si vous dites que vous faites sciences, ça va être dans les domaines, maths, PC, physique, chimie, sciences de la santé, etc. Et si vous faites domaine littéraire, vous faites, etc. Ou bien le domaine technique, où vous allez apprendre, par exemple, peut-être à faire de la topographie, etc. Ou bien de l'architecture. Ok. Voilà, mais tout ça, c'est l'adaptation. Avant l'arrivée de cette nouvelle formule de l'école, donc l'école coloniale, pour ne pas dire l'école moderne, il y avait une formation, donc, pour en fonction du milieu social ou de l'ethnie, du groupe ethnique, il y avait un type de formation, d'éducation et tout et tout. Aujourd'hui, c'est l'école qui a l'école moderne qui a pris la place, mais maintenant c'est l'adaptation. Comment est-ce qu'on adapte? Aujourd'hui, par exemple, quand l'école coloniale était venue, l'école coloniale avait un objectif, c'était de préparer des supplétifs pour accompagner l'administration coloniale à récupérer les impôts, à maintenir l'ordre, etc., etc. Donc l'école coloniale avait un objectif très précis. Malheureusement, nous avons récupéré cette école-là en n'ayant pas changé d'objectif. Par exemple, aujourd'hui, on ne prépare plus des gens simplement pour aller occuper des bureaux, pour récupérer l'impôt, etc., etc. Et aujourd'hui, par exemple, dans notre éducation, pourquoi on dit par exemple que l'école est inadaptée? Vous parlez d'adaptation. Oui, tout à fait, oui. Ouais, on parle de l'école d'inadaptation. Oui, en réalité, oui. Oui, parce que je vous prends le cas des ingénieurs. Oui. Vous avez une grande école qui forme par exemple 2000 ingénieurs en électricité ou bien en maintenance industrielle. Combien d'unités vous avez au Burkina pour absorber 2000 ou bien 200 ingénieurs en foyer électricité? Il y a des gens qui vont rester à la rate. Si notre école était adaptée, peut-être que les programmes allaient former des gens qui sont capables de créer des entreprises au lieu de créer des gens pour la maintenance. Malheureusement, si vous regardez dans notre éducation, on vous apprend à aller travailler pour les autres. On ne vous apprend pas à travailler pour vous-même. Et ça, je suis dans le monde de l'éducation, je vois toute la misère que l'on a à parler avec les élèves. Les élèves qui rentrent à l'école, même jusqu'à aujourd'hui, ce dont ils rêvent, il y a 3 métiers sur lesquels les élèves se ruissent là-dessus. Et vous voyez, regardez les concours, les gens veulent être un douanier, les gens veulent travailler aux impôts, et puis peut-être les moins ambitieux veulent être soit policiers ou bien soit gendarmes. Parce qu'ils savent que c'est le domaine où tu peux avoir beaucoup d'argent, même en ne créant pas une entreprise. Or, aujourd'hui, notre école devrait être une école qui forme les gens à créer des entreprises pour créer de la richesse. Mais vous savez aussi que pour créer une entreprise au niveau du Burkina, j'ai travaillé avec un conseiller juridique qui me dit qu'il faut être fou au Burkina pour vouloir créer une entreprise. Parce que vous avez tout le monde contre vous. D'accord. Alors, mais la situation aujourd'hui, c'est laquelle? La situation de l'école au Burkina Faso aujourd'hui? Bon, moi je dis, la situation de l'école, malheureusement, elle n'est pas reluisante. On a essayé de faire 1000 fois des réformes. Oui, il y a eu plusieurs réformes. Mais même la réforme ne fonctionne pas. Mais pourquoi? Pour réussir les réformes, par où d'ailleurs il faut commencer? Vous savez, moi j'ai fait lettres. Vous savez, les littéraires, on peut écrire 10 pages et à la fin de la 10e page, vous ne comprenez même pas ce qu'on va vous dire, ce qu'on veut vous dire. Les réformes qui ont été écrites, vous lisez les réformes, vous ne savez pas ce qu'on veut. Or, vous savez qu'il y a un grand savant qui a dit que si tu ne peux pas expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que toi-même tu ne comprends pas le concept. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer à la femme qui vend les beignets devant l'école, qu'est-ce que c'est que la réforme? C'est que ceux qui l'ont écrit ne le comprennent pas. Si aujourd'hui on me demande qu'est-ce que c'est que la réforme, moi je dirais, il faudrait en 2-3 mots dire à la femme qui vend les beignets devant l'école que l'école aujourd'hui, nous voulons que ton enfant de 6 ans que tu vas nous donner, puisque l'école commence à 6 ans qui est obligatoire, quand il va sortir à 16 ans, puisque c'est la période de l'école obligatoire, tu me le donnes à 6 ans et moi je te le remets à 16 ans. C'est que cet enfant-là, quand il rentre chez moi et qu'il sort pour revenir chez toi là, il doit être capable d'être utile à lui-même et d'être utile à sa mère.
Voici l'objectif de l'école que l'on doit assigner. Et ça, là même, à Mori, tu peux le dire. En Fulfulde, tu peux l'expliquer. En Goulmakima, tu peux expliquer. Mais vous allez écrire 80 phrases pour vous dire ce que c'est qu'une réforme. Vous lisez vous-même, vous ne comprenez pas et vous ne pouvez pas expliquer ça à la dame qui vend des arachides. Donc la réforme est très simple. Au niveau de l'école coloniale, comme j'avais dit, elle était venue et elle avait envie de former des auxiliaires de l'administration coloniale. Aujourd'hui, on ne veut plus former des auxiliaires de l'administration coloniale. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous avez cet esprit-là qui perdure même dans l'administration publique. Les gens qui sont là ne sont pas des serviteurs des usagers. Ils sont là comme un ayant remplacé le colon avec le fouet et la cravache, même s'ils ne la sortent pas, mais dans leur attitude, on sent le fouet et la cravache. Or, aujourd'hui, il faut former des gens qui sont utiles à eux, utiles à leur société, et c'est utile à la nation. Et c'est dans ce cadre-là que tous les curricula doivent être repensés, ils doivent être écrits. Il faut repenser les curricula. Absolument. Or, aujourd'hui, vous avez des curricula qui ne vous servent pas. Moi, je vous prenais, par exemple, vous allez en histoire géo. Je prends cet exemple-là. On vous apprend la ceinture du coton, la ceinture du maïs aux États-Unis. Mais est-ce qu'il connaît la ceinture du coton, je ne sais pas, à l'Inférieur ou bien quelque part? Est-ce qu'ils connaissent où se trouve la vallée du Sourou? Est-ce qu'ils connaissent où on cultive le coton au Burkina? Donc on est en train d'apprendre des choses qui sont totalement inutiles, encombrantes, qui ne servent strictement à rien. Mais quand tu parles de ces choses-là aux politiques et aux décideurs, ils te prennent pour un déliré, pour un demeuré. Mais à moins que tout le monde comprenne la nécessité de réformer les curricula, mais personne ne veut s'y mettre. Donc, il faut, si on doit repenser l'école... Mais dans le cadre de la réforme, il y a eu ce que le professeur Ouattara a initié, comme on appelle ça, les états généraux et tout, pour parler réforme. Aujourd'hui, c'est sûr qu'en tant qu'acteur de l'éducation, vous avez suivi ces choses-là. Quand vous avez regardé la conclusion des travaux, c'est de l'espoir. Moi, j'ai regardé les 11 thématiques que l'on avait données et j'avais écrit un papier là-dessus pour dire que malheureusement, je n'étais pas en phase avec les thèmes que l'on a abordés. Mais je respecte le professeur Ouattara, qui est un éminent scientifique et qui est un éminent professeur. Mais vous savez, le problème de l'éducation, ce n'est pas seulement ceux qui pensent, c'est aussi ceux qui appliquent. Mais pour parler de la réforme au niveau du Burkina, regardez notre société là où elle va. Vous avez des jeunes qui arrivent, mais qui vont prendre la relève dans 20 à 25 ans, mais qui sont tellement déstructurés. Moi, je me demande où nous, on va aller. Nous, on a déjà fait notre temps. Les jeunes peuvent dire que nous, on a mal fait, on n'a rien fait, etc., etc. Mais au moins, on va laisser quelque chose aux jeunes qui montent. Or, la jeunesse qui monte aujourd'hui, c'est sur quelle valeur ils vont bâtir le Burkina? On n'a pas de valeur. Or, aujourd'hui, si on doit recommencer, il y a des valeurs qui nous sont transversales dans toutes les ethnies du Burkina. C'est sur ces valeurs-là qu'il faut construire au niveau du Burkina. La réforme de l'école là, devrait commencer par là. Commencer à apprendre à nos jeunes qui vont à l'école certaines valeurs. Par exemple, la question de l'honnêteté. On a dit que le Burkina, c'est la patrie des hommes intègres. Il faut aller regarder le discours de Thomas Sankara et son interview. Il n'a pas dit que le Burkina, c'est la patrie des hommes intègres. Il a dit que c'est la patrie des hommes honnêtes. Être honnête est différent d'être intègre. Ah oui? Ah oui. Parce que quand vous êtes honnête, quand mon bic tombe, vous prenez, vous me donnez. Mais aujourd'hui, même les délinquants à col blanc, ils se disent intègres, mais ils ne peuvent pas se dire honnêtes. Parce qu'on peut dire qu'ils ont volé de l'argent. Donc être honnête est différent d'être intègre. Mais on a noyé le poisson dans l'eau. Donc la question de l'honnêteté dans une des valeurs que l'on doit apprendre aux enfants dès le bas âge. À l'école, on ne triche pas. À l'école, on ne copie pas. On ne donne pas ses devoirs à quelqu'un de faire pour toi. C'est toi-même qui dois travailler. Tu peux demander de l'aide, mais on ne triche pas. Parce que tricher, ce n'est pas être honnête. Est-ce qu'aujourd'hui, on apprend à nos enfants la valeur de la discipline? Être ponctuel à l'école et être assidu à l'école. Ça, ce sont des valeurs que l'on doit apprendre. Et on grandit avec. Aujourd'hui, vous allez dans un bureau aujourd'hui, à 9h, la personne n'est pas là. À 10h, la personne est partie. Non seulement il n'est pas ponctuel à son bureau, mais il n'est même pas assidu. Si on apprend à nos jeunes enfants dès le bas âge à être ponctuels et assidus, qui sont des valeurs cardinales de la réussite,
les enfants vont grandir. S'ils ne trichent pas à l'école, s'ils ne font pas la défense en ligne à l'université, et ils grandissent avec un brin d'honnêteté, parce qu'ils l'ont appris à l'école, mais ça va nous suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, la valeur du bien commun, ce qui appartient à tout le monde, ne peut pas être détruit? Est-ce que c'est appris à l'école? Quand nos enfants font libérer, c'est eux qui cassent les feux, c'est eux qui brûlent les feux. Or, toutes ces valeurs-là doivent être apprises dès le bas âge. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on intègre cela? Parce que vous avez des enseignants qui sont déjà dans les classes. Il y en a qui sont à l'école de formation. Vous commencez à partir de quelle année et ces enseignants vont demander un recyclage? Ça va demander des moyens. Comment, c'est ça aussi la grosse paire de marches. Comment est-ce qu'on gère ça? On arrive à là, toutes les sociétés qui ont évolué, peut-être que les gens vont dire que je presse pour ma chapelle, mais toutes les sociétés qui ont fait des bons fantastiques ont commencé par le privé. Ah oui? C'est dans le privé qu'il faut... Par exemple, dans le privé, vous avez des écoles privées où les élèves ne viennent pas au téléphone jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a ces écoles, oui. Vous avez des écoles où les élèves, s'ils viennent en débraillé, ils n'entrent pas en classe. S'ils viennent avec des pantalons cigarettes, ils n'entrent pas en classe. S'ils viennent avec des chaussures mal cirées ou bien qui ne sont pas bien fourrées, ils n'entrent pas en classe. Mais dans le public, je regrette, ce n'est pas que je suis contre le public, mais allez regarder. Mais ce n'est pas une école, comme on appelle ça, pour des enfants de gourous. Non, c'est ça le rôle de l'État. L'État peut faire en sorte que l'école soit une école pour tout le monde et avec la même valeur. Malheureusement, aujourd'hui, notre école, c'est l'école de la reproduction, comme avait dit Pierre Bourdieu dans sa grosse thèse. Ça veut dire que les enfants des journalistes les journalistes vont produire des journalistes, les enseignants vont produire des enseignants, les médecins vont produire des enseignants. Donc chaque enfant reprend ce que son père a été. Mais si on peut reprocher quelque chose à l'administration, à l'école coloniale, mais l'avantage que l'école coloniale a fait, c'est qu'il a fait des enfants des paysans, comme Nelson Mandela a dit dans son livre « Un long chemin vers la liberté ». L'enfant du mineur, celui qui travaille dans la mine, peut devenir président de la République. Aujourd'hui, l'école, il est hors de question qu'un enfant d'un paysan devienne président de la République au Burkina. Ça ne va plus exister, parce que l'école a fait en sorte de les déstructurer. Aujourd'hui, si votre papa n'est pas riche, vous allez passer le bac une fois que vous avez raté. Vous dites de faire appel au privé, alors que dans le privé, effectivement, le coût, il y a un coût. Non, le privé a un coût, parce que c'est l'État qui renchérit les coûts. Comment ça? Si vous voulez créer une école... Quand vous avez créé vos écoles, qui a fixé les coûts? Quand j'ai créé mon école, c'est moi qui ai fixé les coûts par rapport à ce que l'État m'a pris. Pour avoir mon terrain, pour créer l'école, j'ai payé plus de 20 millions pour avoir le terrain nu. Il faut bien que je récupère mes 20 millions. Si l'État m'avait donné le terrain sur un bail amphithéotique, pour dire on te donne le terrain là à 99 ans, pour 99 ans, tu y bâtis tes bâtiments. Tant que tu y restes, c'est pour toi. Mais le jour où tu veux quitter, tu ne veux plus faire l'école là, l'État va récupérer parce qu'on ne t'a pas vendu. Tu mets tes bâtiments, tu éduques les enfants des gens, mais le terrain appartient à l'État et on te permet de faire tes affaires avec. Et dans ce cas, et comme l'État t'a donné le terrain gratuitement, tu es obligé avec l'État qu'on s'entende pour regarder les prix. Mais si j'investis 20 millions, je construis des bâtiments qui me coûtent des centaines de millions, pourquoi voulez-vous que je mette ma scolarité à 10 000 francs? Je paye la TVA pour construire une école. Je paye le ciment comme quelqu'un qui construit un bunker. Je fais le fer comme quelqu'un qui... Parce que l'État ne me fait pas des exonérations. Or, tout ça, ce que l'État récupère chez moi n'est même pas grand-chose par rapport à ce que l'État peut gagner. Mais quand tu parles de ça dans le privé, malheureusement, ceux qui décident vous disent que vous êtes des vendeurs de connaissances. Dans tous les domaines, l'école a toujours été un souci pour l'État qui aide les gens à scolariser les enfants. Je peux vous donner un exemple très simple. Je peux citer des noms, parce que les Burkinabés n'aiment pas les gens qui font des choses bien à un moment donné. Vous savez, à un moment, jusqu'à maintenant, l'État donne, par exemple, le matériel scolaire et les fournitures scolaires à tous les élèves du Burkina. Il n'y a pas longtemps. C'est sous Mme Odile Bonkoungou qu'elle a permis de donner les fournitures scolaires à tous les élèves du Burkina. Parce que ces conseillers toxiques, non, ces conseillers techniques, lui ont dit, il ne faut pas donner les fournitures aux élèves qui sont dans le privé. C'est pour l'État. Est-ce que les enfants qui sont dans le privé ne sont pas des enfants de la République? Pourquoi on fait de la discrimination par rapport aux enfants? Qu'on ne me donne pas une exonération pour construire mon école
passe. Mais pourquoi l'État va prendre l'argent de tout le monde, acheter des livres et faire de la discrimination en donnant pas aux élèves? Donc ça veut dire que même les Burkinabés eux-mêmes, nous avons de la misère à faire en sorte que l'école soit accessible à tous les enfants. Et malheureusement, ceux qui crient, qui luttent là, c'est eux-mêmes qui mettent les bâtons dans les roues. Sinon aujourd'hui, il y avait l'éducation pour tous, l'EPT. Je suis convaincu qu'on peut éduquer tous les enfants du Burkina à bas coût. Mais en ce moment-là, il faut qu'on ait une synergie, comme disent les gens. Il faut que les gens qui sont dans le privé, que les gens qui sont dans le public et qui décident, comprennent que l'éducation est un enjeu pour tout le monde. Et qu'on doit faire en sorte que ceux qui ont de l'argent puissent mettre dans l'éducation. Aujourd'hui, si tu as l'argent, tu mets dans l'éducation, c'est que toi, tu veux. Aujourd'hui, mais d'ailleurs, en termes de résultats, les privés font plus de résultats que le public. Ce qui était, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Parce qu'encore une fois, dans le public, il y a un relâchement sur la question de la discipline. Or, vous savez que dans la vie, nul n'a jamais réussi dans la vie s'il n'est pas discipliné. Ceux qui font les bons résultats dans le privé, là, ce sont les écoles disciplinées. Dans le public, malheureusement, un professeur qui est discipliné avec ses élèves risque d'avoir maille à partir avec son proviseur. Vous avez des élèves qui ont 0 en mathématiques. On va venir vous dire, ah, vous êtes un petit peu méchant, est-ce que vous pouvez arranger les notes? Et il y a des professeurs qui vont dire, oui, j'ai fait plus 1, mais dans le privé, on va nous dire que nous sommes des chercheurs d'argent. Mais si tu n'as pas la moyenne, ça va être compliqué pour toi de passer en classe supérieure. Je rappelle que vous avez d'ailleurs, vous inventiez de vos 100% au niveau de l'établissement. Non, je n'ai pas fait 100% cette année, mais j'y travaille. Par exemple, il y a 2 ans, j'avais créé un système avec l'école où j'ai dit le Kakokele, le Koukao. Ça veut dire que les élèves qui vont passer leur BPC cette année, ils vont faire le Koukao. Et on a travaillé pour. Mais je dis, ceux qui se vantent aussi de ça, n'ont pas raison de se vanter. Pourquoi le PMK va se vanter qu'il fait 100%? Vous recrutez 80 élèves du Burkina et ce sont les meilleurs du Burkina dans tout le Burkina là que vous piochez. Ça veut dire que tu peux être même premier de ta classe dans une école et ne pas être admis au PMK. Parce que le dernier du PMK là, ça a été le premier de classe de quelque part et il a 15 de moyenne en étant dernier de sa classe. Donc vous recrutez tous les meilleurs. Mais vous ne pouvez pas ne pas rendre les meilleurs. S'ils disent qu'ils sont bons là, ils n'ont qu'à venir recruter les élèves qui ont seulement eu le BPC, même avec mention pitié, et on va les prendre, et puis on va aller au BPC, on va regarder. Or, nous, dans nos écoles, la plupart de nos écoles, on recrute les enfants sans test de rentrée. Toutes les écoles qui font 100%, ce sont des élèves, ce sont des écoles qui recrutent sur la base d'un test. Or, pour avoir le test, c'est la reproduction. Si ton papa n'est pas fonctionnaire, capable de payer des maîtres de maison pour t'entraîner pour que tu puisses aller réussir au test, même le premier de classe, il peut ne pas être admis au test de recrutement d'une école où on fait 100%. Parce que tu n'as pas été entraîné, tu n'as pas passé le concours. Donc là, c'est un faux débat. Et là-dessus, je sais que les responsables d'établissement qui disent qu'ils font 100% vont tomber à bras la course sur moi. Mais je dis, annulons les tests de recrutement dès la rentrée, dès la seconde, et on va prendre tous les élèves là comme ça. Et ça, c'est l'État qui devait exiger qu'il n'y ait pas de test de rentrée pour les écoles. Ça veut dire que les élèves sont admis à l'entrée en 6e ou l'entrée en seconde. On les prend sur la base de la liste de ce qu'on va vous donner. Vous avez besoin de 40, on vous donne les 40 élèves sur le premier de liste. Mais il n'y a pas de test à faire encore. Mais les établissements n'ont pas cette liberté de s'organiser comme ils veulent. Les établissements qui font les tests là, ça veut dire que vous pouvez être premier de classe et ne pas être admis. Parce que vous n'avez pas, par exemple, si vous n'êtes pas allé faire le test, vous n'avez pas su le jour du test, même si vous avez demandé cette école-là, vous n'y irez pas. Donc voilà la difficulté, de mon point de vue, pour ceux qui font 100% et qui s'en vantent, mais l'État peut faire en sorte que l'école, sur la base, reçoive tous les enfants d'un certain niveau. Parce que nous autres, qui avons été à l'école, avec des parents qui ne pouvaient même pas payer 600 francs à l'époque. Moi, j'ai passé mon certificat en 69. L'école, la scolarité coûtait 600 francs. Tu avais le catouel, le yolo, comme on dit. Tu avais les livres qu'on te donnait gratuitement. Tu avais les crayons qu'on te donnait gratuitement. Tu avais tout à 600 francs. Nous, on ne pouvait pas payer. On a été souvent impayés. On nous a fait sortir d'aller dire à nos parents de venir payer.
l'État aujourd'hui devrait faire en sorte que dans nos écoles où les gens sont obligés de payer 150 000, 200 000, l'école soit abordable. Mais ça dépend de l'État. Ceux qui décident le peuvent. Il y a des moyens pour faire en sorte que toutes les écoles soient moins chères. Aujourd'hui, malheureusement, pour nous, par exemple, il y a des enseignants dont les écoles sont fermées. Où sont-ils? Pourquoi l'État ne pourrait pas les déployer, par exemple, dans le privé? Vous avez des écoles qui n'ont pas de professeurs de mathématiques. Vous avez des écoles qui n'ont pas de professeurs de SVT, de PC. Pourtant, il y a des professeurs qui sont là à 5, 6, 7 dans une classe. Pourquoi on ne pourrait pas les déployer dans le privé en demandant au privé, comme on vous a donné des professeurs qui sont payés par l'État, mais diminuez votre scolarité. Puisque l'école là sert à payer les professeurs et à maintenir. Si l'État aide les écoles, parce que l'État le peut, mais les frais de scolarité vont descendre. Mais comme tout le monde dit, comme c'est le privé, laissons-le faire. Bon, attendez, vous avez des écoles encore aujourd'hui, au niveau du Ouagadougou, vous avez des écoles où les gens payent 1 million par trimestre. Par trimestre. Encore, c'est la reproduction. Les riches envoient leurs enfants d'écoles de riches et les pauvres vont se contenter des écoles où il y a 140 élèves en 6e. Qu'est-ce qu'un professeur fait avec une classe de 140? Même l'arrêté Mélégué disait que dans le post-primaire, le maximum c'est 70. Et dans le secondaire, c'est 60. Même avec 70 élèves dans une classe, comment un professeur se débrouille? Or, on peut faire en sorte que nos élèves, là, nos classes là, soient à 30-35 maximum. Ça, on peut. Mais encore faut-il qu'on le veuille. Monde politique de Watt FM 100.7 et de la radio et de la télévision Street TV se poursuit avec notre invité André Eugène Ilboudo. Il est enseignant et fondateur d'établissements d'enseignement. Vous qui nous suivez à la radio, c'est l'émission Monde politique. Nous poursuivons sur cette émission. Le ministre Bilgo, au niveau du ministère des Enseignements, donc avait dans l'introduction de la langue anglaise dans l'école avait commencé un début d'application. Alors, comment est-ce que, parce que l'autre paire de manches aussi c'est l'enseignement, c'est dans quelle langue on enseigne? Avant de revenir à la question concernant l'initiative du ministre Bilgo, on enseigne en français. Est-ce qu'on peut enseigner aussi dans les langues nationales les plus assorties? Vous savez que le français est un petit peu subtil. Hein? On peut enseigner en langue. On peut enseigner dans les langues. Dans les langues. Okay. Enseigner en langue, il y a des études scientifiques qui ont démontré qu'un enfant qui commence à apprendre dans sa propre langue qu'il maîtrise à la maison va plus vite que s'il commence à apprendre dans une autre langue. La question du nombre, la question des chiffres, là, c'est faux. En Belgique, allez dans les pays nordiques, dans les pays scandinaves, ils ne sont pas 3 millions, 5 millions, mais ils étudient dans leur propre langue. Au Burkina, les langues, on peut apprendre en langue. Nous avons des aires linguistiques au niveau du Burkina. Les scientifiques ont travaillé, ils connaissent les aires linguistiques. Si vous partez à Fada et que vous ne parlez pas mouré, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui vous parle Goulmakema. Parce que c'est la zone Gouloumou. Il parle le Goulmakema là-bas. Si vous allez vers Dori, la dominante, c'est le Fulfulde. Si vous venez au centre, la dominante, c'est le Moré. Si vous allez vers l'ouest, la dominante, c'est le Djoula. On peut faire en sorte qu'un Burkinabé apprenne dans une langue de son choix au niveau du Burkina. Par exemple, je prends par exemple l'Académie de Ouagadougou. On peut faire en sorte qu'à l'Académie de Ouagadougou, dès le départ, peut-être chaque semaine, il y ait 2 ou 3 heures de cours de Moré, 2 heures ou 3 heures de cours de Bissa, 2 ou 3 heures de cours de Fulfulde. Et l'élève choisit, comme avant, si vous alliez par exemple en 3e, vous pouvez choisir d'apprendre l'arabe, vous pouvez choisir d'apprendre l'italien, vous pouvez choisir d'apprendre l'espagnol. C'est vous qui choisissez. Donc un parent peut dire, mon enfant, parmi les 3 ou 4 langues que vous enseignez à l'école là, moi je veux que mon enfant apprenne dans telle langue. Et l'école s'organise pour que ces enfants-là puissent apprendre dans leur langue, parce qu'ils vont aller rapidement. Mais le drame, c'est que vous avez des gens comme les André Eugène, qui ne parlent pas leur propre langue. Et quand vous leur dites que leurs enfants vont apprendre la langue, leur propre langue là,
Ils disent qu'ils n'en veulent pas. Ce n'est pas de faire du bantoustan comme les gens. C'est de dire simplement, comme la science nous a démontré qu'un élève qui apprend, un enfant qui apprend dans sa propre langue, gagne plus vite et va plus vite. Il suffit simplement qu'il commence à apprendre dans sa propre langue. Et quand il va arriver peut-être au CM2, il va embrayer avec le français et peut-être avec l'anglais. Mais si vous commencez même avec l'anglais au CE1, c'est avec les professeurs, quand vous leur dites what is your name, ils disent yes là, que vous allez apprendre l'anglais. Les gens qui ne parlent même pas anglais, quand ils partent au BPC, puisqu'on recrute les professeurs, les maîtres au niveau BPC, ils ne parlent même pas anglais en allant au BPC. Ce sont ces gens-là qui vont apprendre l'anglais aux enfants. Justement, la question c'était comment est-ce que ça allait être opérationnel. Mais moi je vous pose la question. Bon, vous êtes dans le domaine, je me suis dit que certainement vous êtes promoteur d'un établissement d'envergure, certainement vous avez été contacté pour la mise en application. C'est pourquoi je pose la question. Non, je ne voudrais pas en parler parce que je ne voudrais pas que les gens pensent que tout va tourner autour de... Par exemple, pour la réforme de l'éducation nationale, je n'ai pas été invité, je n'ai pas dit non plus. Et pour ces réformes-là, non, je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a ceux qui ont voix au chapitre et ceux qui n'en ont pas. Et d'ailleurs, bon, l'expérience au niveau du Burkina ne compte pas au Burkina. Mais quand je vois ça, ce sont des réformettes qui ne peuvent pas aller dans le fond des affaires. Un élève qui apprend l'anglais au CE1 avec un professeur qui ne parle pas anglais, moi j'enseigne le français. Je connais toute la misère qu'il y a à apprendre le français correct aux élèves en 6e. Moi, j'enseigne dans le secondaire. Je n'ai pas voulu pousser mes études pour devenir professeur d'université parce que je n'ai pas envie d'apprendre comment à pétrir la farine à un boulanger. J'estime que ceux qui ont le gros du boulot et ceux qui devaient laisser le chemin pour que les gens passent, ce sont les maîtres du primaire et les maîtres du post-primaire. Parce que c'est là que le gros boulot s'effectue. Quand vous avez des étudiants, vous venez vous leur donner la bibliographie et vous partez vous coucher. Mais vous prenez un enfant de 6 ans, comme nous autres qui sommes allés à l'école. Quand on te dit lève-toi, tu dis il faut que le maître la fasse comme ça pour que tu saches qu'on te dit de te lever. Et ces gens-là, comme disent les jours-là, ils font kété-kété. Pour que tu commences à parler français, que tu commences à parler et écrire. Mais ce sont de véritables héros, ce sont ces méthodes de primaire et les méthodes du secondaire. Donc, on devrait faire en sorte que ceux qui apprennent cela aient plus d'aisance à travailler avec les enfants pour leur faire apprendre ce qu'ils vont apprendre. Et commençons déjà à parler nos langues, à apprendre dans nos langues. Aujourd'hui, on avait dit, vous avez votre carte d'identité, qui est un élément essentiel. Vous avez votre acte de naissance qui est un élément essentiel de la vie. On y écrit en moré, on y écrit en dioula. C'est du français. Même le paysan qui ne comprend pas, il prend son acte de naissance là. On ne peut même pas dire faut nous là auto à moré, puisque c'est écrit en français. Commencez par les langues. Je peux vous faire une confidence. Oui. Quand on a nommé le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, je crois que maintenant le tort a été réparé. Mais je suis allé demander simplement le ditanier dans toutes les langues. Pour que, en allant à l'école, je puisse dire à mes élèves, si vous parlez telle langue, voici l'hymne national de notre pays dans votre langue. Et que vous-même, vous pouvez l'apprendre dans votre propre langue, parce que nous, on monte le drapeau et on le descend chaque jour à l'école. Donc, on peut faire la ronde. Par exemple, aujourd'hui, on va chanter le d'italien en Moré, on va chanter le d'italien en Goulmakima, on va chanter le d'italien en Bilifort, etc. Vous croyez que le d'italien existe dans toutes les langues? Non. Comment on fait pour que les élèves là, puissent aimer leur patrie si on ne leur demande même pas de commencer à chanter dans la langue qui leur est propre et peut-être d'amener ça à la maison pour qu'ils puissent regarder avec leurs parents? Vous êtes un monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Tout TV. Notre invité, c'est M. André Eugène Ilboudo, enseignant et fondateur d'établissements d'enseignement. Nous parlons de quelle formation pour le Burkinabé de demain. Quand on parle de formation, il y a comme on appelle ça, il y a les différents paliers jusqu'à l'enseignement supérieur. Oui. Là-bas aussi, c'est un autre goulot d'étanglement avec des amphis qui ne désemplissent pas. C'est vrai que l'effort a été fait d'envoyer des universités dans presque tous les chefs-lieux de région, mais même là, c'est la croix et la bannière par rapport à la gestion des effectifs. Mais encore une fois, j'ai dit,
il faut que l'État ait le courage, surtout les décideurs, de dire ceux qui peuvent faire quelque chose pour le Burkina, il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Malheureusement, au Burkina, nous avons 2 grands défauts majeurs. Et ce sont des valeurs malheureuses. C'est l'esprit de l'empêchement. J'ai l'impression que vous avez été plusieurs fois empêché ou qu'est-ce qui se passe? Faites le commerce avec, discutez avec les gens de l'administration. Aujourd'hui, moi j'ai dépassé l'âge de faire la bagarre, je ne fais plus la bagarre avec les gens. Mais quand vous voyez les gens qui veulent décider là, mais les gens, nous sommes dans un monde libéral où on ne peut plus dire à quelqu'un, tu ne peux pas faire ça. Mais on peut te mettre des bâtons dans le dos pour que toi-même tu abandonnes de faire. C'est l'esprit de l'empêchement. Moi je ne peux pas le faire. Dites-moi pourquoi un administrateur qui travaille dans la fonction publique, qui n'a pas 10 millions pour créer sa propre école, va laisser quelqu'un créer son école avec 10 millions. Pendant que c'est lui qui prend la décision. Il va te faire toutes les misères pour que un jour tu puisses abandonner. Vous en avez subi dans le cadre de vos projets pour l'éducation? Ah ben oui. Je ne vais pas dire devant l'antenne toutes les misères que l'on a pour créer un établissement. C'est compliqué. Ah ben oui, c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière. Mais quand tu parles de ça même aux administrateurs... Donc pour vous, il faut, comment on appelle ça, privatiser l'enseignement à la limite? Non, je dis il faut faire appel aux gens qui veulent investir dans l'éducation. Mais c'est pas rien, c'est un investissement. Il est en train de compter. Non. Quand je dis, on peut venir dans l'enseignement, mais vous savez que celui qui crée une école, s'il crée une école et qu'il ouvre une école là, l'année prochaine qui suit là, il faut lui donner une médaille, il faut le décorer. S'il fait quoi? S'il crée une école cette année et qu'il ouvre l'école et qu'il a eu 20 élèves, 10 élèves là, l'année qui suit là, il faut décorer le monsieur. Parce que le monsieur, il a mis de l'argent dans quelque chose malheureusement qui ne va pas lui rapporter grand bénéfice. Ah oui. Si vous prenez 50 millions pour construire une école, vous avez presque 10 ans pour récupérer vos 50 millions. Or, si vous prenez 50 millions et que vous allez à Dubaï, en un an, vous avez récupéré vos 50 millions avec un bénéfice de 50 millions. Donc, ceux qui investissent dans l'éducation, quoi que l'on puisse en penser, c'est un sacerdoce. Donc, aujourd'hui, il y a des Burkinabés qui ont de l'argent. Regardez, on a détruit notre système éducatif en dehors des villes encore qui fonctionnent. Il y a des écoles qui sont fermées. Je touche du bois. Quand nous, on va recouvrer la paix au niveau du Burkina, vous pensez que l'État peut reconstruire toutes ces écoles et les faire fonctionner en 5 à 10 ans? Il faut faire appel, comme un plan Marshall, à ceux qui sont capables d'aider l'État à construire. Mais ce n'est pas avec cet esprit d'empêchement-là que les gens vont mettre leur argent. Parce que vous venez pour construire une école, on vous fait la croix et la bannière. Pourquoi je vais m'évertuer à vouloir créer une école? Oui, mais ma question c'est au plan universitaire. Parce que là-bas aussi, il y a des effectifs pléthoriques à gérer. Et comment est-ce que le privé peut contribuer? Vous avez aujourd'hui des écoles qui ont de l'espace, qui ont été créées avant. Parce qu'aujourd'hui, pour créer une école, il fallait avoir au moins 1 hectare, 2 hectares pour le domaine de l'école. Aujourd'hui, à Ouagadougou, par exemple, il y a des écoles qui ont de grands espaces. Pourquoi ne pas solliciter ces écoles-là pour qu'ils ouvrent des universités, surtout qu'ils sont décentrés dans la périphérie? Pourquoi ne pas leur demander d'ouvrir des universités avec des cahiers de charges bien précises où l'État les accompagne? Où l'État ne leur demande pas, par exemple, si vous voulez créer une école aujourd'hui, vous avez le parcours une demande de création de l'école. Allez demander, regardez tous les dossiers que vous devez remplir pour demander simplement l'autorisation qui va vous permettre de créer votre école. Ensuite, vous devez demander une autorisation de l'ouverture de l'école. Allez demander autorisation de création, autorisation d'ouverture. Après, vous prenez une autorisation d'ouverture. Ok. Et allez regarder les papiers. Et allez regarder les exigences qu'on vous demande. Or, aujourd'hui, si c'est l'État qui demande aux gens de l'aider à ce qu'on scolarise les enfants. Aujourd'hui, par exemple, l'État devrait, par exemple, surtout inviter les promoteurs, les gens qui ont de l'argent, à ouvrir des écoles techniques pour apprendre à nos enfants à faire une bonne plomberie, à faire une bonne menuiserie, à être de bons ébénistes, à être de bons mécaniciens. Mais si vous voulez créer une école technique et professionnelle, on ne parle pas de 5 millions, on parle de 500 millions, 600 millions, 1 milliard pour acheter le matériel. Vous croyez que quelqu'un va mettre 1 milliard à créer une école
et mettre sa scolarité à 200 000 francs. On vous demande, si vous voulez créer une école, de carreler votre sol, de climatiser toutes les salles, etc., etc. Vous mettez autant d'argent pour créer une école, pour avoir l'autorisation d'ouvrir votre école. Vous croyez que vous allez mettre la scolarité à 250 000 francs? Non, vous allez la mettre à 750 000, 1 million. Et encore une fois, on revient à la reproduction. Nous autres là, nos parents qui n'ont pas pu payer 600 francs à l'école, ils peuvent avoir 1 million pour payer pour que nous soyons scolarisés. Vous prenez un simple instituteur. Quand je dis simple, là, ce n'est pas dans le cas de vouloir les rabaisser. Oui. Vous croyez qu'un instituteur qui touche maximum 150 000 francs peut envoyer son enfant dans une école qui coûte 1 million par an? Or, c'est à l'État de travailler avec les spécialistes, avec des gens qui réfléchissent, pour faire en sorte que l'école soit accessible à tous les enfants. Or, aujourd'hui, au niveau du Burkina, encore pour la réforme de l'école, pourquoi vous, quand vous partez à l'université et que vous avez 2000 étudiants en droit, qu'est-ce que vous faites avec 2000 juristes au Burkina? Qu'est-ce que vous faites avec 2000 juristes? Pendant qu'on n'a même pas eu une école pour former des professeurs de physique-chimie pour le secondaire. Pendant que il y a 2 écoles au niveau du Burkina, il y a l'IDS à Ouagadougou et vous avez l'école nationale à Koudougou. Ce sont les 2 endroits où on forme. Pourquoi l'État ne demanderait pas aux gens d'ouvrir des écoles pour former les professeurs à Fadagourma, à Dori, à Manga, à Sapone, etc., etc. Oui, mais après, c'est comment on résorbe ça? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles de formation des enseignants du primaire, même au niveau de la santé humaine, il y en a beaucoup. Mais après, comment on trouve du boulot? Ils se sont organisés d'ailleurs en association pour défendre leurs intérêts, pour avoir l'intégration, comme ils le disent. Aujourd'hui, on forme les gens pour les bureaux. Et comme j'avais dit dès le départ, on forme les gens dans l'esprit qu'ils vont être employés par quelqu'un d'autre. Donc, même à ceux qui viennent pour l'école d'enseignement du primaire, on devrait mettre des modules de création, de leadership dans leur programme. Exactement. Aujourd'hui, je prends un exemple. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt l'agrandissement spatial de Ouagadougou. Mais vous savez que dans 20 ans, toute la zone de Koubri, Saponé, derrière Komsila, Pabré, ça va être la ville de Ouagadougou. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune pense anticiper, aller acheter un hectare de terrain derrière Pabré pour dire que dans 20 ans, c'est là que je vais construire mon école, parce qu'il y aura des gens qui vont y habiter, les gens auront besoin d'école. Ça veut dire que je peux venir apprendre à être maître aujourd'hui, mais mon ambition, c'est de créer mon école dans 10 à 15 ans à Pabré. Or, aujourd'hui, tous ceux qui viennent à l'école aujourd'hui, moi j'ai fait, quand les élèves sont là, moi je fais un sondage statistique. Quels sont ceux qui veulent travailler pour eux-mêmes et quels sont ceux qui veulent travailler pour l'État? 98% veulent passer le concours d'intégration à la fonction publique. Dans vos écoles d'enseignement primaire? Oui. Or, normalement, on devrait avoir peut-être 25% qui voudraient passer l'intégration, parce que non, ils viennent pour apprendre ils devraient peut-être demander comment on manage une école, comment on gère une école, parce qu'ils ont l'ambition dans 10 à 15 ans de créer leur propre école, d'en être les directeurs. Mais si votre ambition dès le départ, c'est d'intégrer la fonction publique, je dis presque c'est raté. Nous autres qui n'avons jamais eu la chance de travailler dans la fonction publique, bon, nous on se dit bon, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, par exemple, même quand vous allez, par exemple, dans une école supérieure, d'électronique ou bien de mécanique, on devrait faire en sorte que votre ambition, c'est quand vous allez sortir, de créer votre propre garage. Or, aujourd'hui, quand les gens sortent, ils veulent aller à la Sonabel pour tester un concours, ils veulent aller à la Burkina pour avoir du boulot, ils veulent aller, etc., etc. Donc, dans l'esprit, dès le départ, ce n'est pas faire en sorte que tu sors pour créer de l'emploi et pour créer les autres. Les gens sortent pour chercher du travail. Et c'est différent. Donc, encore une fois, on revient à l'inadaptation de notre école. D'accord, donc c'est-à-dire quel que soit le segment de formation, il est impérieux d'intégrer des modules de développement personnel, de leadership, pour élever le niveau de conscience. C'est ce que vous dites. Et que ce soit dans le domaine de l'enseignement, de la santé et tout. Et vous pourrez mettre tous les mots que vous voulez. L'accomplissement personnel, développement personnel. Mais si vous-même, vous n'êtes pas bien intérieurement, vous n'êtes pas assis intérieurement, comment vous pouvez faire asseoir les autres? Or, malheureusement, aujourd'hui, on met dans l'idée des gens,
c'est que quand vous êtes derrière un bureau, et d'ailleurs nous-mêmes, quand nous on parle là, même avec mes cheveux blancs là, quand moi je parle voir les administrateurs assis dans les bureaux, moi je leur dis grand chef, bonjour grand frère, bonjour patron, bonjour Naba. Bonjour Naba. Parce que si tu ne dis pas ça, ton affaire ne va pas être réglée. Donc, dans l'esprit, on a formé les gens à faire en sorte que s'ils sont assis derrière un bureau, c'est eux les chefs qui décident partout. Et s'il te dit que c'est pas bon, tu n'as pas de recours. Tu pars donner un papier. Le gars, il te dit que lui, il se lève, il va aller, etc. Et puis il revient à 13h. Il est 11h, il revient à 13h. Tu ne peux même pas aller voir son supérieur hiérarchique pour dire mais je suis un usager de l'administration publique, voilà comment on me traite, et puis le problème va être résolu. Tous les pays qui avancent, les gens sont des serviteurs de l'administration publique. Aujourd'hui, on a des chefs de l'administration publique. Je n'incrimine personne. C'est notre État et notre éducation qui a été fait comme ça. Il y a des gens même qui pensent que c'est pas bien en étant dans le système. Mais tu ne peux même pas leur demander de changer. Monde politique se poursuit avec André Eugène Ilboudon. Nous sommes dans le dernier virage de cette émission. Nous allons parler de prospective et puis vous avez été au niveau du groupe qui a travaillé sur l'étude prospective, donc l'étude nationale prospective Burkina 2025. C'est un travail qui a pratiquement démarré en 1999 et qui a pris fin, qui a été validé en 2005. Et le thème, ce qui a été retenu, ce qui a été énoncé comme horizon 2025, c'était le Burkina, une nation solidaire de progrès et de justice qui consolide son respect sur la scène internationale. Alors, prospective Burkina 2025, c'est presque terminé parce que nous sommes en 2023, il reste 2 ans. Vous qui avez pris part aux travaux, quel bilan? Après, vous avez fait partie également du groupe de veille. Oui, la veille prospective. Vous avez le groupe opérationnel des experts, on était 90 personnes, d'éminentes personnalités. Tout à fait. Nous avons travaillé pendant 2 ans pour écrire 5 scénarios. Pour dire, parmi les 5 scénarios, il y a un qui va arriver. C'est au Burkina de choisir le scénario qu'il veut. Et on a dit, voici le scénario. Voici ce qui peut faire que ce scénario-là arrive, voici ce qui peut faire que ce scénario-là n'arrive pas. Vous avez par exemple, le premier scénario c'était Dougmato. Si vous allez sur la route de Bobo, il y a un village où tout le monde a fui. Et c'est en ruine. Et c'est en ruine. Aujourd'hui, il y a des villages qui n'existent plus. Tous les habitants ont fui. C'est Dougmato dans ces villages-là. Vous avez le deuxième scénario qui est la ruche par exemple. La ruche, ça veut dire chaque abeille sort, il butine, il récolte, et puis on vient et ensemble on fait du miel. Chaque burkinabé sort, il se débrouille, et puis il revient, et tout le monde, on arrive à construire la nation burkinabé. Ça, c'est ce qu'on appelle la ruche. Il y a un autre scénario qui est l'étalon. On a dit, à ce moment-là, chaque burkinabé est prospère et puis il travaille, quand vous le voyez c'est un bel étalon et puis la nation se porte très bien et parce que chaque personne est prospère. Il y a un autre scénario qui est l'albatros. L'albatros c'est un grand oiseau de mer qui a de grandes ailes et pour s'envoler c'est très compliqué, c'est très difficile, il va courir peut-être pendant 500 mètres, 600 mètres avant de pouvoir s'envoler, mais quand il arrive à aller dans les airs, ça devient un animal majestueux. Le Burkina pourrait être cette sorte d'oiseau-là qui a de la peine à démarrer, mais le Burkina va démarrer et ça va être bien. Et le dernier scénario, c'est le Silmandé. Le tourbillon. Le tourbillon. Qui arrive, une grande tempête. Quand ça arrive, la maison est en tonneau, la maison est en toit de chaumeau, les arbres, tout ça se déracine et rien ne résiste dans le vent. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que ce qui arrive au Burkina, c'est le tourbillon. C'est le Silmandé. Oui, mais c'était prévu depuis le 2020. On a écrit, on a décrit. C'était en 2005 que le document effectivement a été adopté, parce que le travail a commencé pratiquement en 1998. Ok, d'accord. Donc, le panel des experts, 90 personnes, vous êtes arrivés à ces différentes conclusions. Alors, la question c'est, pourquoi est-ce que... parce que chaque scénario avait aussi... comme on appelle, c'est ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas. Ou bien ce qu'il faut faire pour que ça arrive. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les politiques, là, ils ont pris notre document, et puis, comme tous les documents, ils l'ont mis dans le tiroir.
Et puis de temps en temps, il se rappelle qu'il y a la prospective, Burkina 25, donc il part feuilleter, il part choisir quelques phrases et qu'il cite, mais ça n'a jamais été mis. Est-ce que quand le document est apparu, est-ce que vous avez entendu quelqu'un, un officiel, dire, après l'étude prospective de Burkina 2025, là, c'est tel scénario que nous avons choisi et que nous allons mettre en œuvre? Ce qui a été écrit là, ça a été, nous avons dit à l'horizon de 2025, c'est la phrase que vous avez citée, où le Burkina devrait être un Burkina uni et prospère. Ouais, ça devrait être le Burkina Faso, une nation solidaire, de progrès, de justice qui consolide son respect sur la scène internationale. Ça, c'est la phrase qui barre le titre de notre ouvrage. Ouais. On devrait dire en 2025, voilà ce que le Burkina devrait être. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on n'a pas travaillé pour. On n'a pas travaillé pour. On n'a pas travaillé pour. Après, on a mis la cellule de veille prospective pour dire il faut veiller à ce que l'on a écrit là soit mis en place. On était encore 14 à faire ce travail-là. Est-ce que vous avez pu faire cette veille-là? Mais on a fait cette veille. On a écrit sur la question de l'université avant que ça n'arrive. On a dit attention, l'université là va nous péter dans la gueule. Je m'excuse du terme. Après, on a eu l'université qui a pété effectivement et on a eu l'université intra-extramuros. On a dit faites attention, la justice va nous amener dans des problèmes. On a vu aujourd'hui comment le commun des Burkinabés a mal appartenu avec la justice. C'est écrit, les documents existent. Nous étions 14 et nous avions travaillé et on a écrit les documents, on a donné. Malheureusement au Burkina, pour être poli, on ne veut pas écouter ceux qui réfléchissent et ceux qui ont de l'expérience. Ceux qui ont écrit le document là, vous pouvez ne pas les aimer. Pourtant, le Premier ministre actuel dit que les intellectuels burkinabés ne carburent pas. Mais peut-être que le Premier ministre actuel burkinabé n'est pas allé chercher dans les tiroirs. Par exemple, sur la question de l'éducation, puisque c'est de cela que vous m'avez amené. Oui. Nous avions écrit un document, on nous a demandé 7 experts. Je faisais partie de 7 experts qui avons travaillé sur l'éducation du Burkina et on a produit un document. Éducation au Burkina Faso, entre rupture et statu quo. Oui. Vous prenez ce document-là, regardez, lisez-le aujourd'hui, il est d'actualité. On ne peut pas trouver mieux. Si vous le prenez, allez le lire, mettez même 1/5 de ce qu'on vous demande de faire. On va sortir de l'ornière. Les documents existent. Non, je dirais que Monsieur le Premier ministre, peut-être qu'il ne connaît pas tous les documents qui ont existé, mais je peux vous assurer que les Burkinabés, les intellectuels burkinabés produisaient. Donc maintenant oui. C'est vrai qu'ils se sont tus. Et ça, c'est mon grand regret. Les intellectuels se sont tus. Parce que quand vous êtes dans une société où les médiocres et les ignorants ruent sur les savants et sur les sachants, et que personne ne lève la voix, personne ne veut se faire insulter, surtout pas les savants et les sachants. Donc ils vont se taire pour ne pas se faire traîner dans la boue. Et malheureusement, ce silence des intellectuels m'inquiète au plus haut point. Mais je les comprends. Parce que vous avez des gens qui les insultent à longueur de journée. D'accord. En tout cas, le rapport, c'est l'éducation Burkina Faso entre statu quo et rupture, nouvelles interpellations et inquiétudes. Oui. Alors, c'est vrai, mais comment est-ce que, bon, la veille, vous dites que vous étiez 14, vous travaillez sur la veille, comment est-ce que quelqu'un peut commanditer un tel travail qui a commis des hommes, qui a mis de l'argent pour un pays, et après, il ne s'en fichait pas, je parle du président Blaise Compaoré. Est-ce que dans l'application avec les... Parce qu'on parle de ce document-là que quand on veut élaborer un plan, SSLP, SCAD, PNDS, ED, bon, ça c'est aux occasions là qu'on part piocher les phrases et combien ajouter. Alors, vous, au niveau de la veille, à l'équipe de veille, est-ce que vous avez continué votre travail jusqu'à quelle période? Non, nous, à la veille, là, à la cellule de veille, on a travaillé pendant 2 ans. Même la pause café devenait problématique, parce qu'on nous disait chaque fois qu'il n'y a pas d'argent. Même pour payer les veilles, je ne parle pas de désintéressement. Hein. Mais je dois saluer le courage et le patriotisme des gens qui ont travaillé. Les gens venaient travailler, on avait des sessions qui nous duraient peut-être une journée, une fois toutes les 2 semaines, et les gens venaient travailler. Et quand vous finissez, vous remettiez les conclusions à qui? Nous, on était sous couvert du ministère de
du budget, de l'économie, qui a changé plusieurs fois de nom, mais on était sous son couvert. Mais on les mettait pour les hautes, comme on dit au Burkina, pour les plus hautes autorités. Mais qu'est-ce que les gens en font? Ne me posez pas la question. Alors, à 2 ans, est-ce que le document est d'actualité ou il faut penser à un autre outil pour une prochaine perspective 2040, 2060, je ne sais pas. Alors, mais vous savez, toutes les nations qui évoluent ont des gens qui réfléchissent permanemment. Sur le long terme. Sur le long terme. Mais nous, vous avez réfléchi. Mais quand on réfléchit et qu'on leur donne aux décideurs, ils tiennent compte de ce que les chercheurs et les savants ont écrit. Au Burkina, quand vous produisez, je dois confesser que les gens vous posent la question, mais vous êtes de quel bord? Est-ce que les gars là, ils nous ont écrit ça là? Est-ce que c'est pas pour nous fatiguer? Ah. Donc, quand c'est un travail de réflexion qui c'est un travail scientifique. On doute que ce soit un travail honnête et qui doit avoir quelque chose. Et vous devez monter patte blanche. Ça veut dire qu'à la limite, on va demander aux gens de quel bord quel parti politique il a. Un scientifique qui travaille, je ne dis pas qu'il n'a pas de coloration politique, mais ce n'est pas ça qu'il met à l'avant. Si nous avons travaillé par exemple sur la question de la justice, nous avons travaillé sur la question de l'université, bien sûr il y avait des universitaires, il y avait des juristes. Mais ce n'est pas parce qu'il est juriste et qu'il appartient à telle obédience politique qu'il est venu travailler. Il est venu éclairer un domaine sur la base de ses propres compétences. Or, aujourd'hui, à la limite, votre compétence, c'est bien, mais mieux si vous êtes politique, ça va. Toutes les nations qui avancent, vous allez voir qu'ils vont aller chercher des gens de compétences, même qui sont en dehors de leur propre. Si tu es compétent, on a besoin de toi. Point final. Si tu es compétent, on a besoin de toi. Point final, c'est aussi le point final de cette émission. Merci madame, messieurs, vous qui l'avez suivi. Merci à notre invité André-Eugène Ilboudo. Je rappelle, enseignant et promoteur d'établissements dans plusieurs ordres au niveau du Burkina Faso. Madame, messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous.